Un moment historique, et Fedorov l'a fait. Le ciel au-dessus de l'Ukraine s'est finalement fermé. La fin des martyrs et des missiles de Poutine est arrivée. Moscou s'est effondré. En ce moment, la Pologne achève la Russie. L'explosion a retenti. Le dictateur s'accroupit, surpris. La perte de tous les atouts majeurs de la Russie. Élimination discrète de Trump? L'attentat contre le président américain a déclenché un processus mortel. Les premiers détails sont saisissants. Les Américains élisent un nouveau chef d'État. De manière anticipée? Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Boudanov a lancé un ultimatum sévère à l'ennemi. Au Kremlin, ils sont restés figés d'horreur. La Grande-Bretagne et la France envoient leurs meilleurs combattants aux forces armées ukrainiennes. Cette armée va certainement balayer les occupants. La bombe nucléaire a-t-elle été activée? Tout cela dans notre émission Point infernal. C'est incroyable. La défense aérienne des forces armées ukrainiennes a définitivement bloqué la route à l'ennemi. Un dôme de fer au-dessus de Kiev. Le bouclier anti-drone choc de Fedorov fonctionne à plein régime. La défense anti-aérienne se transforme en une armure impénétrable. Et le Kremlin tourne nerveusement les pages du calendrier, car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Zelensky fait un pas qui change les règles du jeu. L'Ukraine règne désormais sur son ciel. La première vague de détails à ce sujet, vous n'en croirez pas vos yeux. La nouvelle a fait le tour du réseau. L'Ukraine va avoir son propre dôme de fer. Le magazine Atlantic écrit que l'Ukraine a créé une arme laser contre les drones. Le système Sunray est un prototype d'arme laser capable d'abattre silencieusement des drones à distance. Le système Sunray ressemble visuellement à un télescope amateur équipé de caméras et peut être installé sur le toit d'un pick-up ordinaire. L'arme fonctionne silencieusement et n'émet pas de lumière visible. Lors de la démonstration, le laser a enflammé le drone en quelques secondes, après quoi celui-ci est tombé au sol. Le système est sans aucun doute prometteur, mais tant que le développement du laser se poursuit, la défense anti-aérienne ukrainienne tire le maximum des armes actuellement disponibles. Même maintenant, nos forces armées rapportent qu'en cas de raid massif, plus de 90% des drones russes de toutes sortes sont détruits. Shaheds, Gerans, Metal Massy, autres saletés, Molnias. L'une des armes qui assure un tel taux d'efficacité, ce sont les drones intercepteurs, ce sont aussi des drones anti-aériens. En un mois seulement, les intercepteurs de l'unité Alpha du SBU ont détruit plus de 300 drones russes Molnia. Et leur utilisation est activement en cours de généralisation. Les analystes affirment qu'il s'agit d'atteindre l'objectif de porter le nombre d'interceptions de cibles de type drone à 80 à 90% de toutes les cibles détruites. Et tout cela parce que les drones intercepteurs sont des armes très efficaces. Non seulement en termes d'abattage, mais aussi en termes de coûts dépensés pour chaque interception. Mais il existe une autre solution dans la lutte contre les drones. Le dôme anti-drone. Son objectif principal, selon le ministre de la Défense ukrainien, est de neutraliser la menace avant même qu'elle n'atteigne sa cible. Et pour cela, l'Ukraine doit perfectionner son système de détection des cibles aériennes, ce à quoi nous nous employons justement. Nos forces armées nationales, dès l'été dernier, ont procédé à l'achat d'un nombre particulièrement important, c'est-à-dire plusieurs centaines, de nouveaux capteurs de pointe. Ce sont des stations de surveillance sophistiquées, soit montées directement sur des remorques mobiles, qui combinent à la fois un radar de détection, un système optoélectronique complet, ainsi qu'un système infrarouge de haute précision. De telles stations peuvent détecter un radar et transmettre instantanément les données au groupe mobile le plus proche, afin qu'il puisse utiliser efficacement les troupes contre lui. Et ce processus est continu, donc de nouveaux modèles apparaissent constamment dans l'arsenal de l'Ukraine. Comme par exemple le complexe radar Lanza-LTR, que l'Espagne fournit à l'Ukraine. Ce système est capable de détecter des cibles à de grandes distances et d'identifier des objets peu visibles, comme les Shaheds ou les missiles à basse altitude. Mais revenons au dôme anti-drone. Selon les experts, il neutralise la menace des drones, et la Russie abandonnera bientôt cette tactique. L'essaim de drones. Je pense que lorsque le dôme anti-drone sera opérationnel, quelles que soient les conditions météorologiques, le taux d'abattage sera très élevé au point que les Russes n'auront plus intérêt à poursuivre cette pratique. Bien sûr, ils n'y renonceront pas immédiatement, mais c'est parce qu'ils ne l'intensifient pas. On voit qu'ils ont une situation de crise concernant la production de drones. Ils ne comprennent pas s'il vaut la peine ou non de continuer avec cette technologie.
Ils ont compris qu'il ne valait pas la peine de l'étendre, parce que cela devient déjà trop coûteux. Si, sur 100 drones lancés, 95 sont abattus, alors 93 moins 92 sont effectivement détruits. Cependant, pour perfectionner la défense anti-aérienne, il ne suffit pas de la renforcer avec des armes, il faut aussi changer le principe de son fonctionnement. Et cela est parfaitement compris en Ukraine, c'est pourquoi le président Zelensky a déjà annoncé une réorganisation du fonctionnement des équipes de défense anti-aérienne. Dans certaines régions, le mode de fonctionnement des équipes est pratiquement entièrement réorganisé. Les intercepteurs, les groupes de tir mobiles, tout le composant de la petite défense anti-aérienne. Ce dont il s'agit exactement n'est pas encore divulgué, mais l'un des points possibles est l'implication active des unités des forces terrestres ukrainiennes dans le travail de la défense anti-aérienne. Et il y a déjà des exemples de cela. Dans la nuit du 3 février, lors d'une attaque massive de la Russie, les unités de défense anti-aérienne du 3e corps d'armée ont abattu 33 drones russes qui se dirigeaient pour attaquer des villes ukrainiennes pacifiques. Un système de défense en couche, déployé par le corps, les brigades et les unités, est en action, afin de protéger nos troupes en première ligne. En même temps, les combattants du Troïka tiennent la première ligne de défense du pays dans le ciel et détruisent les drones que les Russes dirigent pour frapper partout en Ukraine. Aujourd'hui, la défense anti-aérienne des forces terrestres constitue le premier échelon de la protection du ciel ukrainien. Cet échelon comprend des systèmes de missiles anti-aériens à courte portée, des groupes de tir mobiles, des équipes d'intercepteurs et de l'artillerie anti-aérienne. En fait, notre problème est simplement que nous disposons de moyens de destruction de petit calibre, ce qui implique une petite zone d'engagement et donc une gamme limitée de cibles sur lesquelles nous pouvons intervenir. Mais cela présente aussi des avantages. Nos calculs, nos unités sont manœuvrables, mobiles, utilisent des radars tactiques et nous essayons donc de détruire autant que possible l'ennemi aérien qui pénètre dans notre zone de responsabilité. Et en étendant ce processus et l'interopérabilité des armées, la défense aérienne ukrainienne sera bien plus forte. Cette nouvelle approche s'avère être considérablement plus efficace, car elle permet d'optimiser l'intégralité de vos processus de manière stratégique, garantissant ainsi un gain de temps significatif et une utilisation beaucoup plus intelligente des ressources disponibles pour atteindre tous vos objectifs. Le plus important est de créer un système automatisé interarmé qui assurera une répartition des cibles rapidement, de manière fiable, pratiquement en temps réel. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, le processus est déjà lancé. La redistribution des fonctions commence. Il est prévu de redistribuer les fonctions entre les troupes de missiles anti-aériens et une nouvelle branche des forces armées. Cette dernière sera responsable de la protection des sites importants. Tout cela signifie que l'Ukraine construit non seulement une défense, mais un système à plusieurs niveaux. Un système aérien qui rend notre ciel moins accessible à l'ennemi. La bataille pour la vie continue. Une aide pour un héros grièvement blessé. Les médecins ont déjà accompli l'impossible, mais il ne s'agit pas seulement de guérison à venir. Une série d'opérations complexes attendent encore. Tous les détails sur la façon d'aider notre défenseur se trouvent dans la description sous la vidéo. En ce moment même, la Pologne bouillonne, elle se prépare à frapper directement la Russie. Varsovie a pris une longueur d'avance sur Moscou. Poutine a été publiquement tourné en ridicule. Une méga défaite sur le territoire ennemi. Les forces armées ukrainiennes ont brutalement ramené les Russes à la réalité. Il n'y a plus de missiles, ces échecs ne peuvent pas être cachés. Le chef du bunker perd ses atouts, l'Europe expulse à coups de pied les sbires pro-Kremlin. L'ère Orban est bel et bien terminée. À ce sujet et bien d'autres encore, nous poursuivons la discussion. La Pologne s'est mobilisée pour se protéger de la Russie. Le commandement opérationnel des forces armées polonaises informe qu'en raison de la nouvelle attaque massive récente de la Russie contre le territoire ukrainien, l'aviation polonaise et alliée a commencé à opérer dans l'espace aérien. Il s'agit de personnes qui sont originaires de l'ensemble des régions de leur propre pays natal et qui y sont profondément attachées.
La partie polonaise déclare que ces mesures sont de nature préventive et visent à assurer la sécurité et la protection de l'espace aérien, en particulier dans les zones proches des régions à risque. Et voici déjà la région de Koursk. Les opérateurs de drones Ptachka Drone de la 80e brigade d'assaut aéroportée indépendante ont montré le résultat de la destruction d'un entrepôt contenant du matériel et des drones. C'était l'ennemi dans la région de Koursk. Selon les premières informations, la frappe a permis de détruire 10 000 semi-drones et 10 unités de matériel. Un moment où une munition ukrainienne frappe l'une des usines russes est apparu sur Internet. Les utilisateurs précisent qu'il s'agit d'une attaque du missile ukrainien FP5 Flamand Rose contre l'usine de Votkinsk qui fabrique des complexes de missiles pour l'armée d'occupation, notamment les missiles Iskander-M, Topol-M et même le tristement célèbre Oreknik. Le 25 février, les Russes ont multiplié les assauts vers Pokrovsk et Gouliaïpol. Il s'agit de Kotlin et, en conséquence, les occupants tentent de percer du côté de Pokrovsk. En outre, des combats ont également été signalés dans la région de Rishina et de Novopavlivka. Les occupants utilisent une tactique mixte, à la fois l'infiltration de groupes d'assaut et, en conséquence, l'assaut par des colonnes mécanisées. Les analystes de Deep State ont constaté une avancée de l'ennemi près de Zakitne, dans le district de Kramatorsk. Cette zone se situe précisément au cœur de la vaste région de Donetsk, un territoire stratégique et historique majeur situé dans la partie orientale de l'Ukraine, connu pour son importance industrielle et ses paysages marqués par une histoire complexe et profonde au sein du bassin du Donbass. Au moment où ils prennent le contrôle du feu sur les positions des forces de défense de l'Ukraine. Je souligne d'ailleurs qu'en parallèle, une pression s'exerce également dans la direction de Kostiantynivka. Les combats sont plus intenses à Kostiantynivka même, dans la région de Stupochki et du réservoir de Kleban-Bik. Autrement dit, les occupants sont passés à leur objectif stratégique. Il s'agit de la question de la prise de contrôle par la voie militaire des territoires de la région de Donetsk, à savoir l'agglomération de Sloviansk et Kramatorsk. Viktor Orban a peur de l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois a fait des déclarations sur une prétendue menace ukrainienne pour le système énergétique de son pays. De plus, tout cela se fait justement au moment de la préparation effective des élections. C'est-à-dire l'utilisation de la rhétorique anti-ukrainienne. Orban essaie d'augmenter sa cote de popularité personnelle pour soi-disant protéger la Hongrie contre certaines actions qui, selon le politicien, pourraient s'ajouter à l'arrêt de l'approvisionnement en pétrole russe par l'oléoduc Druzhba. Orban a ordonné de déployer des militaires pour protéger l'infrastructure. Choc, liquidation silencieuse de Trump s'est lancée, la température politique aux États-Unis a brusquement grimpé. Une tentative d'attentat contre le président sous les yeux de tous, les sondages réagissent nerveusement. Les opposants passent à l'offensive et jouent désormais à découvert. Y aura-t-il vraiment une procédure de destitution ? Cette histoire va-t-elle se transformer en une crise majeure pour la Maison-Blanche ? Et que se passe-t-il en dehors des discours publics et des déclarations officielles concernant le tableau complet ? Sans phare, la suite. Encore une tentative d'attentat contre Trump. Un malfaiteur s'est introduit sur le territoire de la résidence de Mar-a-Lago et a été abattu par la sécurité. Le président se trouvait à ce moment-là à Washington. Ce matin, les agents des services de sécurité ont découvert qu'une personne s'était introduite à l'intérieur de la résidence. Ils sont allés vérifier et sont tombés sur un homme blanc qui avait sur lui un bidon d'essence et un fusil à pompe. Il a reçu l'ordre de lâcher ces deux objets, il a laissé tomber le bidon mais a levé le fusil à pompe et a pris une position de tir. À ce moment-là, l'adjoint du shérif et 2 agents des services secrets ont ouvert le feu et neutralisé l'ennemi. C'est déjà la 3e tentative d'assassinat. En 2024, un homme armé d'un fusil a été arrêté alors qu'il attendait Trump près d'un terrain de golf. Et quelques mois plus tôt, lors d'un meeting électoral, une balle de sniper a frôlé la tête du président des États-Unis, effleurant son oreille. Il y avait du sang partout, et pourtant, d'une certaine manière, je me sentais totalement en sécurité, parce que Dieu était avec moi, à mes côtés. Toutes ces tentatives d'assassinat ne sont pas le fruit du hasard, mais une réaction logique aux actions impopulaires et excentriques de Trump. De plus en plus d'organismes d'État s'opposent à sa politique.
La Cour suprême des États-Unis a statué que Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane sur les importations de marchandises. La décision du tribunal a provoqué la colère et l'hystérie du président. Ils sont extrêmement antipatriotiques et déloyaux envers notre Constitution. Selon moi, la décision du tribunal a été influencée par des intérêts étrangers et un mouvement politique qui n'est pas très important. Ces personnes sont audacieuses et impolies. Elles s'expriment très bruyamment. Certains juges en ont peur. Ils ne veulent pas faire ce qui est juste. L'opposition à Trump est active au Sénat. Avec une telle cote de popularité négative, il est de plus en plus probable que les républicains n'obtiennent pas la majorité aux élections de l'automne prochain. Je pense que Donald Trump n'a pas lu la Constitution. Je pense qu'il n'est tout simplement pas au courant et ne comprend pas que c'est la base de notre démocratie. Je pense qu'il ne comprend pas ce que cela signifie d'être américain. Et dans sa famille, personne n'a jamais servi dans notre armée. En fait, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment il peut soutirer de l'argent au peuple américain, y compris à ses propres partisans. Je pense que c'est un idiot qui s'est entouré d'une bande de lèche-bottes qui ont simplement besoin de son approbation. Même les républicains eux-mêmes s'opposent à Trump en initiant des projets de loi qui annulent ces réformes. Cette loi reconnaît et souligne en fait le rôle que nous, en tant que pays membres de l'OTAN, jouons en collaborant avec nos alliés et en garantissant que nous n'agirons pas contre eux. Et rien ne sera dépensé à ce sujet. C'est un message très clair et précis, et honnêtement, je n'aurais jamais pensé que je devrais l'écrire et le présenter au Congrès. L'Institut de recherche Gallup, qui évaluait la cote de popularité des présidents depuis 88 ans, ne mesurera plus la cote de Trump. Tout cela à cause de sa chute rapide. Déjà en décembre de l'année dernière, seulement 36% de la population soutenait Trump. Je ne pense pas que quelqu'un voudra se présenter contre nous. J'ai les meilleurs résultats de toute ma carrière. Les meilleurs résultats de sondage de toute l'histoire. Je viens tout juste de terminer 8 guerres et je suis sur le point d'en finir une 9e. Une vague de protestations a déferlé sur les États-Unis. Lors des élections sénatoriales extraordinaires dans l'État du Texas, traditionnellement républicain, c'est le candidat du Parti démocrate qui l'a emporté. Tout comme lors des élections municipales à New York et des élections de gouverneurs en Virginie et au New Jersey. Les démocrates feront tout leur possible pour déclarer la procédure de destitution du président valide et le chasser de la Maison-Blanche. Et là, la lutte est assez sérieuse. Ce n'est pas simplement une lutte pour le pouvoir. C'est aussi une lutte pour la liberté, car Trump peut considérer qu'en cas de sa démission du poste de président des États-Unis, à la suite de la procédure de destitution, il pourrait devenir la cible de nouveaux, et bien sûr aussi d'anciens, procès judiciaires. Il est évident que les Américains sont de plus en plus hostiles envers le président, qu'ils adoraient et avaient élu à une écrasante majorité il y a à peine un an. Il ne reste plus qu'à deviner quand et avec quelle cote de popularité Trump quittera le fauteuil présidentiel. Boudin va intervenir d'urgence diplomatiquement. Le Kremlin panique. L'Ukraine déploie l'artillerie lourde pour briser l'ennemi. Il n'y a aucune voie de retraite, le principal atout est dans la poche de Kiev. Cela fait vaciller Poutine. Quelle surprise mortelle attend Moscou ? Et pourquoi le dictateur est-il prêt à changer radicalement ses plans pour éviter une rencontre en face à face avec le général de l'ombre de l'Ukraine ? C'est ce dont il sera question dans ce reportage. À suivre. L'ancien chef du renseignement et nouveau chef du bureau du président de l'Ukraine, Kirilo Budanov, plaide pour un accord de paix rapide sous la médiation des États-Unis. C'est ce qu'écrivent les médias occidentaux à propos du déroulement des négociations. J'espère que nous sommes tout de même sur la voie d'une résolution radicale de notre guerre. Nous avançons. On ne peut pas dire que la paix viendra demain, c'est garanti. Si quelqu'un affirme cela, c'est certainement faux. Mais beaucoup d'efforts sont déployés. Je le dis franchement, nous avançons. Et l'optimisme prudent est le terme que j'utiliserai pour décrire clairement la situation actuelle. Selon les analystes, Budanov, en tant que membre de la délégation ukrainienne, a complètement changé le cours des négociations, car il possède une expérience et des informations que les politiciens et les représentants des autres partis n'ont pas. Nous avons besoin d'une paix juste, c'est tout à fait exact. Nous avons besoin de garanties de sécurité. Nous avons besoin d'un plan de reconstruction, de relance de l'Ukraine. Mais les querelles internes n'aideront pas. Voici ma réponse. Tout processus de négociation préfère généralement le silence, mais en partie, vous verrez tout de même tout cela. Eh bien, disons, oui, cela fait mal.
Il y a une formation professionnelle de service spécial qui n'est évidemment pas présente, responsable dans la diplomatie classique, mais dans de telles négociations, sans aucun doute complexes et à plusieurs niveaux, comme avec la Fédération de Russie et les États-Unis. C'est une compétence qui peut-être avait vraiment manqué auparavant dans ce processus de négociation. Tout cela parce qu'il est respecté non seulement par les partenaires américains et européens, mais même par les représentants de la Russie. Il faut comprendre que il y a des personnes désagréables, il y a même peut-être des pays désagréables. Mais fermer les yeux là-dessus n'aidera pas. Nous devons malheureusement traiter avec eux. C'est ainsi, il nous faudra le faire et il a déjà fallu le faire. Il semble que des signaux provenant des États-Unis, de l'Europe et d'ailleurs de la Fédération de Russie, concernant le fait qu'ils sont prêts à parler avec Boudanov, qu'il est un négociateur compétent et efficace, se font entendre immédiatement après sa nomination au poste de chef du bureau du président. Quant aux propagandistes, correspondants de guerre et autres parasites du régime poutinien, ils sombrent dans une véritable hystérie. Parce qu'ils comprennent qu'avec l'arrivée de Boudanov à ce nouveau poste, il y aura des changements qui se retourneront contre eux de la manière la plus tragique. Peu importe la personne dont il s'agit, quel que soit son statut ou son identité précise dans ce contexte particulier, il est essentiel de considérer absolument n'importe qui soit. À ce niveau, il est difficile d'imaginer une véritable atmosphère amicale. Encore moins avec l'enseignant de celui qui était présent là du côté ukrainien. Notre délégation est placée sous la direction d'un haut responsable de grande envergure, au sein d'une organisation militaire extrêmement sérieuse. Et en face, il y a le terroriste, le meurtrier et le salaud Boudanov, qui est personnellement responsable de la mort de proches amis, de la personne assise de notre côté. De plus, l'amiral Kostyukov, assis de notre côté, est l'une des cibles de ce salaud de Boudanov. Et du côté ukrainien en particulier, nous le soulignons à chaque fois, il y a un terroriste reconnu comme tel dans notre pays, le citoyen ukrainien Boudanov, ex-chef de la GUR, un homme qui nous a dit qu'il élimine les lâches. C'est une de ses phrases marquantes. Il a promis d'exploser, le pont de Crimée et le pont de Crimée explosaient. Il est donc difficile d'imaginer une atmosphère amicale. Il semble que Boudanov ne compte pas seulement réduire les Russes en miettes lors des négociations, mais aussi faire en sorte qu'il en soit de même sur le champ de bataille. Il serait par exemple tout à fait opportun de relancer de manière effective la consultation conjointe du bureau du président et de mettre enfin sur pied cet organe dont on discute depuis bien longtemps déjà, le cabinet militaire, dans la mesure du possible, en coordonnant même le cabinet des ministres d'Ukraine, en donnant des recommandations appropriées, en s'appuyant sur son expérience, par exemple, sur la façon de réorienter l'économie du pays vers l'effort de guerre. Avec une opposition faible, encore une fois, il sera assez problématique de dialoguer. En fait, c'est pratiquement impossible. Alors, s'il vous plaît, restez avec nous. Mettons un peu de côté tous ces malentendus qui existent entre les pays qui nous ont aidés tout ce temps. Unissons nos efforts, mobilisons-nous et menons cette affaire jusqu'au bout. Avec la nouvelle nomination de Boudanov, l'Ukraine a obtenu non seulement un chef du renseignement fort, mais aussi un gestionnaire et un négociateur compétent, qui pourrait devenir l'atout principal pour contraindre Poutine à la paix. Le niveau de tension atteint son maximum. À Moscou, les nerfs sont à vif. Dans les capitales européennes, des signaux fermes de soutien à Kiev sont envoyés. Le scénario nucléaire est activé, la propagande, ils s'arrachent les cheveux. Londres et Paris envoient des troupes en Ukraine pour un renforcement massif. Les forces armées ukrainiennes, les meilleurs soldats du monde vont-ils vraiment prendre les armes contre Poutine ? Le moment approche-t-il vraiment où l'équilibre des forces changera définitivement ? Et qu'est-ce qui se cache réellement derrière les gros titres sur la bombe nucléaire et l'armée étrangère ? Nous allons tout mettre au clair. Une nouvelle tentative des Russes d'éviter les négociations. Le Conseil de sécurité russe a accusé la France et le Royaume-Uni de vouloir transférer des armes nucléaires à l'Ukraine. Des informations extrêmement inquiétantes, publiées aujourd'hui par le service de renseignement extérieur, et il n'y a aucun doute quant à leur authenticité. Il y a même, apparemment, une compréhension de ce qui va se passer ensuite.
L'apparition d'armes nucléaires en Ukraine devait être présentée comme un développement ukrainien propre. Il ne fait aucun doute cependant que les Ukrainiens n'ont aucune possibilité de développement par eux-mêmes sans aide extérieure, par définition. Ces informations provenant des services de renseignement russes sont apparues de manière surprenante après que le président ukrainien Zelensky a annoncé que la France et la Grande-Bretagne étaient prêtes à envoyer des contingents en Ukraine. Dans notre compréhension, 5000, c'est une brigade. Dans notre compréhension, c'est ainsi pour aujourd'hui. La Grande-Bretagne et la France, officiellement, lorsque nous avons renforcé notre déclaration avec tous les participants de la coalition qui le souhaitent. Nous comprenons que ces deux pays sont déjà prêts à fournir une brigade par brigade. Et il y a aussi des signaux de la part d'autres États qui seraient prêts à renforcer la présence de l'Ukraine également au niveau d'un contingent. Le président de la France a été le premier à annoncer la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine déjà l'année dernière. À l'heure actuelle, nous avons 26 pays qui se sont officiellement engagés à former des forces de soutien et à déployer des troupes sur le terrain, en mer ou dans les airs. Dans le cadre des garanties de sécurité pour l'Ukraine, le lendemain de la cessation des hostilités et de l'instauration de la paix. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense du Royaume-Uni a confirmé qu'il voulait être celui qui enverrait des troupes britanniques en Ukraine, car cela signifierait la fin de la guerre. Nous serons prêts à assurer la paix sur le long terme. Cela exige de nous des investissements et la préparation de nos forces. Keir Starmer a déclaré qu'il était prêt à avoir des troupes britanniques sur le territoire ukrainien. Et j'ai déjà alloué des millions de livres sterling pour préparer un éventuel déploiement des troupes. Mais il y a un bémol, les Russes ne sont pas d'accord et, très probablement, n'accepteront jamais un tel point dans un traité de paix. En ce qui concerne les éventuels contingents militaires en Ukraine, c'est l'une des premières raisons de l'implication dans l'Ukraine, l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent là-bas, surtout maintenant, en pleine conduite des hostilités, nous partons du principe qu'elles deviendront des cibles légitimes à frapper. Et si des décisions sont prises qui mèneront à la paix, à une paix durable, alors je ne vois tout simplement aucun sens à leur présence sur le territoire ukrainien. C'est tout. Mais quelle différence cela fait-il pour la Russie ? L'Ukraine sera-t-elle un membre à part entière de l'OTAN ou sera-t-elle un pays sur le territoire duquel seront installés des centres militaires des pays membres de l'OTAN ? Il est clair que la Russie n'autorisera jamais l'apparition dans un traité de paix avec l'Ukraine si jamais ce traité de paix voit le jour. Un jour. Je pense d'ailleurs qu'il n'y aura pas de traité du tout. D'un point qui réglementerait la possibilité de la présence de troupes étrangères sur le territoire ukrainien, a fortiori des troupes d'une alliance qui possède des armes nucléaires sur le territoire de ses membres militaires. Et alors, on se retrouve dans un cercle vicieux. La Russie n'acceptera pas un accord dans lequel des contingents étrangers seraient stationnés en Ukraine. Et l'Ukraine n'acceptera pas la paix sans garantie de sécurité claire. Je veux apporter des clarifications afin d'éviter tout malentendu. Il s'agit de garanties de sécurité après la cessation des hostilités. Il n'y a aucun État membre de l'Union européenne qui pense que nous devons intervenir dans le conflit dès maintenant. Nous sommes également prêts à participer et à offrir nos propres garanties de sécurité. Mais tout cela est impossible, sans le consentement de la Russie, et nous en sommes probablement encore loin. Les pays européens seraient-ils prêts à envoyer leurs troupes sur le territoire ukrainien sans le consentement de la Russie ? Mais la Russie est claire, ces troupes constitueront une cible légitime pour l'armée russe. Je n'en doute pas non plus. Si les dirigeants du Royaume-Uni, de la France ou d'autres pays qui parlent de la présence de leurs troupes sont prêts à prendre ce risque, alors ils peuvent tout aussi bien envoyer leurs contingents dès aujourd'hui sans attendre la fin des hostilités. Et s'ils ne sont pas prêts à prendre ce risque, ils doivent comprendre que même après la fin des hostilités, leurs troupes n'apparaîtront pas sur le territoire ukrainien. Mais c'est la réalité. Il s'avère donc que tout reste au point mort. Les Européens sont prêts à fournir tout le soutien nécessaire, tandis que les Russes posent des conditions absurdes pour que ce soutien cesse, tout en inventant de nouvelles fausses informations. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était moi, Darina Houtsakalo. Encore plus de nouvelles brûlantes dans notre prochaine édition. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. À bientôt.